bonsoir, le tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je suis Sarah Moussondi. Pour les habitués de la page, j'ai plus besoin de me présenter, mais pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux et très contents de vous compter parmi les membres de notre famille. Car je le dis souvent sur cette chaîne, nous sommes une famille et une famille, ça s'entraide. D'où l'importance pour moi de vous donner l'information, même quand je suis fatiguée, même quand j'ai pas assez de temps, je trouve vraiment de l'espace pour vous donner l'information sûre et l'information fiable à 99,99,95%. Ben, si je donne ce pourcentage, c'est simplement parce que nos informations sont vraiment basées sur le site officiel ou tirées sur le site officiel du gouvernement. Et il faut que je rappelle que le site officiel du gouvernement, toutes les informations qui sont là sont sujets à changement parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites. C'est pas moi qui gère le site du gouvernement. Ils ont leur manière de gérer le site et ils peuvent faire des mises à jour en fonction des circonstances, en fonction de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des mises à jour qui peuvent se faire à tout moment, en tout temps. Sur ce, aujourd'hui, je vais être un peu plus ouverte. Je vais essayer d'expliquer un peu en long et en large pour que les gens comprennent. C'est vraiment un sujet dont j'ai déjà parlé, qu'on a déjà développé ensemble. Ça concernait vraiment le voyage et immigrer en tant que travailleur qualifié. Mais je vais essayer un peu de rentrer un peu plus en profondeur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. Mais avant de pouvoir rentrer en profondeur, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager au maximum sans limite, de vous abonner, abonnez-vous. Partagez. Pourquoi partager? Il peut arriver qu'il y ait quelqu'un dans votre famille qui a besoin de cette information mais qui n'est pas formé parce que vous avez gardé l'information pour vous. Alors si vous, cette vidéo ne vous concerne pas, ça peut concerner un ami, ça peut concerner un membre de votre famille. Donc partagez au maximum. Également abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir des notifications à toutefois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça va vous permettre d'être à jour. Comme je dis, cette vidéo peut-être ne va pas vous concerner, mais qui dit la vidéo suivante peut-être peut être spécialement pour vous. Les informations peuvent être très importantes pour vous. Donc abonnez-vous au maximum, partagez, likez. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Mais comme je vous ai dit au départ, aujourd'hui je vais essayer d'expliquer, je serai un peu plus large dans mes explications. Alors, il faut savoir que le voyage, en premier, tout le monde rêve de voyager, tout le monde désire voyager, tout le monde veut voyager. Mais pour que ce rêve se concrétise ou pour que ce désir puisse naître ou puisse vraiment se réaliser, il faut mettre en place les actions et les plans nécessaires pour pouvoir atteindre son objectif. Alors, on va en parler aujourd'hui. Dans une vidéo précédente, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, j'avais donné l'exemple, j'avais comparé le voyage à un bébé qui va naître. Lorsqu'une femme est enceinte, elle fait le tout de préparer sa layette à l'avance, de préparer sa valise d'accouchement à l'avance. Ça lui permet de pouvoir être prête à tout moment. Parce que c'est vrai qu'on sait que c'est 9 mois, mais il peut arriver que l'enfant vienne à 7 mois, 8 mois. C'est comme le voyage. Lorsque vous faites votre voyage, je ne dis pas que ça serait plus court ou plus lent, mais il faut toujours se préparer. La préparation, comme je le dis, c'est en prenant les informations qu'il vous faut. Les informations qu'il vous faut, la première des choses, c'est d'abord de savoir quel statut ou avec quel statut vous désirez voyager ou immigrer. L'immigration, c'est un champ tellement vaste que si vous décidez de voyager, ok, je vais aller au Canada. Mais vous allez au Canada en tant que qui? Ou avec quel statut? Moi, je ne peux pas vous dire, ok, voyage avec le statut de travailleur qualifié ou je ne sais pas en tant qu'étudiant. C'est vous qui maîtrisez votre poche, c'est vous qui maîtrisez votre expérience, c'est vous qui maîtrisez vos diplômes, c'est vous qui maîtrisez vos fonds suffisants et il y a différemment, toutes les procédures n'ont pas les mêmes critères. Vous comprenez? Ou les mêmes procédures. Il y a des procédures, il y a des statuts qui demandent moins de somme d'argent, mais il y a d'autres qui exigent beaucoup d'argent dans le compte. Il y a des statuts qui demandent moins de documents, mais il y a d'autres qui demandent plus de documents. Donc, pour celui qui va pour des études et celui qui vient en tant que travailleur qualifié, ce ne sont pas les mêmes choses. Bien qu'on demande les diplômes, mais ce ne sont pas les mêmes critères. Celui qui vient en tant que travailleur qualifié, il y a d'autres documents qui seront demandés.
Vous comprenez? Et quand vous faites cette procédure-là, il faut au préalable vous assurer que vous avez tous les documents nécessaires. Quand je vous dis une requête complète, c'est la clé de votre réussite. Quand vous faites une demande incomplète, c'est l'échec de votre procédure. Donc, il faut vraiment s'assurer que vous avez la bonne information. La bonne information, ce sont les bons documents que vous devriez réunir avant de passer de faire votre demande. Ou vous avez même la possibilité, quand vous faites votre demande, de pouvoir compléter au fur et à mesure. Mais pour ceux qui sont dans les pays africains, moi, je conseille toujours de réunir les documents à l'avance. Pourquoi? Parce que nos pays là, africains là, il n'y a pas de délai exact. Des passeports chez les autres qui peuvent faire 3 jours pour sortir une semaine, dans nos pays africains, ça peut te taper même une année ou 6 mois. Donc, soyons réalistes. Tu vas pas commencer une procédure, tu n'as même pas de passeport. Tu vas te dire, ok, pendant que je fais la procédure, je vais en même temps faire une demande de passeport. Alors, quand tu vas arriver à l'immigration, on va te dire, il n'y a pas de carton, il n'y a pas je sais pas, d'encre, il n'y a pas, je ne sais pas quoi, il y a rupture il y a un problème, on ne peut pas comme imprimer ou on ne peut pas sortir les passeports et toi ta procédure est déjà presque au bout et tu es bloqué parce que tu n'as même pas de passeport. Il y a des gens qui font qui jouent à je sais pas, des loteries des États-Unis sans passeport. Et disent, ben, j'attends si ça fonctionne, je vais faire le passeport. Mon frère, ma soeur, soyons réalistes. Soyons réalistes. Tu ne peux pas entamer une procédure sans que tu aies les documents adéquats, les documents requis pour cette procédure-là. D'où l'importance de pouvoir préparer tous les documents, de prendre des informations. Comme j'ai dit, la première des choses, c'est de choisir son statut. Il y a beaucoup qui me posent des questions, je vais immigrer et tout parle-moi de l'immigration. Mais l'immigration, c'est vaste. Je ne sais même pas par où commencer. Il faut que toi, tu puisses faire ton choix. Ok, moi, je désire immigrer en tant que travailleur. Je désire immigrer en tant que étudiant. Je désire venir au Canada en tant que visiteur. En ce moment-là, moi, je te dis, ok, en tant que visiteur, on va te demander ci, on va te demander ça, on va te demander ça. Alors, la procédure, si tu veux, il faut commencer par là et par la suite terminer par là. Je peux juste t'orienter, mais c'est pas à moi de faire ton choix. Moi, je vais te donner les détails, mais toi, tu choisis d'abord le statut. Et en fonction de ce statut, il y aura maintenant les documents qui vont suivre à préparer. Et après, quand tu as tous tes documents, ok, je vais te dire, ok, va par exemple sur le site, je t'envoie le lien. En ce moment-là, tu vas postuler ou tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les travailleurs qualifiés. Vous allez m'excuser, je ne vais pas tout le temps regarder la caméra, je veux plus lire parce que moi, je vous ai dit que mes informations, je ne les puise pas dans mon cerveau seulement. Mes informations là, c'est vraiment la plupart sur le site du gouvernement. Et le reste pourcentage, c'est vraiment mon expérience personnelle et mon opinion. Donc, on va parler ici, comme je vous ai dit, immigrés ou travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec à propos du processus. Donc, travailler au Canada ou immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié. Donc, ce processus de demande s'adresse aux travailleurs qualifiés qui souhaitent devenir résidents permanents du Canada et vivre au Québec. Je vous ai dit que je vais aller un peu plus lentement. Je sais que je parle vite, mais aujourd'hui, je vais vraiment faire de mon mieux pour pouvoir aller plus lentement pour que les gens comprennent vraiment. Le Québec a conclu une entente spéciale sur l'immigration avec le gouvernement du Canada. Là, ça parle spécialement du Québec. Il applique ses propres règles pour choisir des immigrants qui s'adapteront facilement à la vie dans cette province. Pour immigrer au Canada à titre de travailleur qualifié sélectionné par le Québec, vous devrez suivre 2 étapes. La première, c'est présenter une demande de certificat de sélection du Québec. C'est obligatoire, ça s'appelle CSQ auprès du gouvernement du Québec. Le Québec évaluera votre demande selon ses propres règles. Le certificat montre que le Québec vous a accepté comme immigrant. 2. Si le Québec vous choisit et vous remet un certificat de sélection du Québec, vous devez ensuite présenter votre demande de résidence permanente à immigrés ou à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Donc, qui peut présenter une demande? On va le développer ensemble.
Pour présenter une demande à titre de travailleur qualifié, on vient de dire, il faut avoir un certificat de sélection du Québec délivré par le gouvernement du Québec et présenter une demande complète de résidence permanente dans laquelle vous devrez aussi inclure le certificat de police. Donc, ça c'est simple, c'est vraiment simple. Qui veut présenter la demande, vous avez qui veut présenter la demande et vous savez, c'est vraiment ces deux-là. L'admissibilité, ça parle vraiment d'avoir un certificat. Donc, si vous n'avez pas ce certificat de sélection du Québec, vous ne pouvez pas être admissible pour présenter cette demande-là. Ça, c'est pour le Québec, je rappelle. Et il faut présenter une demande complète de résidence permanente. Et dans la demande, vous devez inclure votre... c'est le certificat de police, je pense qu'on appelle ça. Ok. Présentez une demande complète de résidence permanente dans laquelle... C'est ça. Vous devrez inclure un certificat. C'est un certificat de la police que vous devrez inclure dedans. Donc, ce sont les deux critères. Il n'y a pas un autre critère, c'est vraiment les deux critères. Comment présenter une demande? Travailleur qualifié sélectionné par le Québec. Présenter une demande. Comment présenter une demande? Il y a 3 étapes principales pour présenter une demande. La première, c'est obtenir la trousse de demande. La deuxième étape, c'est payer les frais de traitement de votre demande. Et la troisième étape, c'est présenter votre demande. Donc, la troisième étape consistait à présenter votre demande et obtenir la trousse de demande. C'est le premier point qu'on a souligné ou la première étape. Une fois que le Québec vous a choisi, donc vous comprenez que c'est pas seulement vous qui faites le choix, mais le Québec également doit vous choisir parce qu'on a parlé du sélection, de certificat de sélection de Québec. Donc le Québec vous choisit, vous accepte. Vous devrez d'abord télécharger la trousse de demande. La trousse de demande comprend les éléments suivants. Un guide pour vous aider à remplir correctement les formulaires. Nous, Africains, on a la mauvaise habitude de ne pas suivre les guides. Le guide, c'est nous-mêmes, notre imagination. On veut remplir tout, ben, je vais me débrouiller, ça va passer, ça va aller. Et puis par la suite, quand on est bloqué, on commence à demander à gauche, à droite. Non. Le gouvernement a fait des choses de telle sorte que le travail soit simplifié. Vous n'avez pas besoin de tourner en rond ou de souffrir pour remplir les formulaires. Vous suivez le guide, vous allez remplir le formulaire normalement à l'image des demandes ou à l'image de IRCC. Parce qu'à la fin, en fait, vous allez toujours envoyer le formulaire rempli auprès du département. Et c'est pas bien rempli, ben, ils vont refuser simplement votre demande parce qu'ils vous ont mis le guide ou ils ont mis le guide pour vous aider, mais vous avez ignoré le guide. Donc, c'est vraiment un conseil. Téléchargez ce guide, prenez le soin de lire, de comprendre et par la suite, vous pouvez remplir votre formulaire. Les formulaires que vous devrez remplir. Remplissez, imprimez et signez les formulaires. Remplissez, imprimez et signez les formulaires. Je vais ajouter quelque chose. Il faut toujours garder une copie de chaque document que vous avez rempli. Il se peut que votre demande soit refusée et que vous devrez refaire une autre demande. Ces documents-là vont simplement vous aider ou vous faciliter la tâche. Vous comprenez? Au lieu de pouvoir encore souffrir, ben vous pouvez juste utiliser ces documents-là. Vous allez juste suivre juste les formulaires que vous avez déjà remplis. Ça va vous aider à aller plus vite que si vous n'en avez pas. Et il peut y avoir, quand vous demande, il y a un document qui n'a pas été téléversé. Et si vous avez déjà eu la copie de tous les documents remplis, signés, vous pouvez juste le téléverser. Mais si vous n'en avez pas, il faut encore chercher. Le temps que vous cherchez, ça va juste vous ajouter des jours et le délai peut même passer. Donc, c'est un conseil que je vous donne de pouvoir garder tous les documents remplis. Et ben, pour le reçu, je vais en arriver là parce que ça c'est important. Mais quand on va arriver au reçu, je vais vous dire ce que je tenais à vous dire tantôt pour le reçu. Répondez à toutes les questions avec soin, au complet et avec honnêteté. Soyez honnête avec vous-même.
Lorsqu'on fait un projet de voyage et qu'on commence à mettre des mensonges, ça peut vous retomber sur le visage. Et quand ça vous retombe sur le visage, croyez-moi, là, ça fait très mal. La première des choses que vous oubliez, vous êtes en train de dire, ok, moi j'ai des diplômes et tout pour postuler. On va vous demander de téléverser vos diplômes. Vous avez dit que vous avez un master, alors que vous avez qu'un baccalauréat. Arrivé au point où on vous demande de téléverser vos diplômes de master, vous êtes bloqué parce que vous avez déclaré que vous avez un master, mais que vous avez en votre possession seulement le baccalauréat. Le temps que vous partez chercher, je ne sais pas, votre oncle du village qui s'occupe. Votre oncle qui s'occupe, ben désolé, hein, c'est juste pour mettre un peu de l'ambiance. Votre oncle ou votre, je sais pas, aller chercher quelqu'un qui peut vous aider pour pouvoir falsifier, en parenthèse, des diplômes. Ça va prendre du temps, ça va vous prendre de l'argent. Et puis eux, s'ils vérifient, ben, ils vérifient que les diplômes sont faux. Croyez-moi, on peut vous interdire l'entrée au territoire canadien ou sur le territoire canadien. Donc faisons très attention lorsque nous faisons une procédure. Ils vérifient les documents. Les documents sont vérifiés. Donc lorsque la vérification est faite et que vos documents sont faux, on vous considère automatiquement comme étant un criminel et vous avez l'interdiction du territoire. Alors là, vous avez vos rêves, là, vous allez voir vraiment si vous voulez. Vous allez seulement rêver le Canada. Vous allez seulement continuer à rêver le Canada. Vous allez jamais arriver au Canada. Donc c'était juste une parenthèse là. C'est vrai que je rigole là, mais c'est vraiment quelque chose de vrai que je suis en train de vous dire. Donc faisons très attention. Vous avez le baccalauréat. Déclarez que vous avez le baccalauréat. Si un employeur veut vous recruter avec le baccalauréat, il le fera. Si un employeur veut vous recruter avec le BPC, il le fera. Comme je vous ai dit, il y a des emplois qui ne demandent même pas d'avoir un master, d'avoir une licence, un doctorat. Il y a des emplois ici, vous pouvez postuler, qui nécessitent seulement que vous ayez, ben, l'école secondaire, c'est quoi? Je sais pas, c'est le BEPC, mais je pense que c'est le BEPC. Vous pouvez faire, ben, de toute façon des équivalences pour voir. Ça ne demande pas grand chose. Ce ne sont pas des grands postes là, mais ça vous permet de vivre. Vous pouvez vous taper un 17 $ de l'heure, un 18 $ de l'heure, un 16 $ de l'heure, un 15 $ de l'heure, un 14 $ de l'heure. Mais le plus important, c'est que quand vous arrivez sur le territoire, vous pouvez faire les études. Ici, il y a la possibilité, en fait, comme dit, l'opportunité donnée à tout le monde de pouvoir poursuivre ses études. Si vous n'avez pas de quoi payer, vous allez dire, oui, Sarah, mais tu dis, je poursuis les études, mais est-ce qu'on a de quoi payer? Il y a des frais, des prêts plutôt que vous pouvez prendre. Il y a des prêts pour la bourse. Il y a des bourses, il y a des prêts que vous pouvez prendre pour pouvoir étudier. Le temps que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'étudier en même temps et vous êtes en train d'augmenter votre niveau. Et lorsque vous allez pouvoir avoir le diplôme nécessaire pour postuler à votre emploi de rêve, vous le faites. C'est possible de réaliser ses rêves ici au Canada. Mais il faut avoir des déclarations vraies. Ne pas mentir sur ces déclarations. Si vous fournissez des renseignements frauduleux, c'est ce que je disais tantôt, ou que vous ne divulguez pas tous les renseignements sur votre formulaire, vous vous exposez à de graves conséquences. Ce n'est pas moi, c'est sur le site officiel du gouvernement. Donc il y a deux aspects. Les renseignements frauduleux et les renseignements que vous avez oublié de mettre, qui sont importants. C'est considéré comme le mensonge parce que vous n'avez pas dit la vérité. Donc faisons très attention, comme on a dit, au complet et avec honnêteté. Donc après avoir fait cela, là, on était au point de comment présenter une demande quand vous avez fini. On a dit tantôt qu'il y avait la trousse, on a parlé de la trousse, et là on va parler de payer les frais parce que c'était la deuxième étape. Payer les frais de demande. Dans la plupart des cas, les frais comprendront les frais de traitement pour vous-même et toute personne inscrite sur votre demande. Lorsqu'on parle de toute personne inscrite sur votre demande, on parle de votre épouse, si vous êtes marié, votre conjoint de fait, vos enfants, les personnes à votre charge, toutes les personnes que vous déclarez en fait.
votre époux, votre épouse, les enfants, des personnes à charge. Si vous avez votre nièce, votre cousin, votre charge que vous déclarez, sont considérés comme des personnes également inscrites dans votre demande. En ce moment-là, vous devrez payer des frais pour eux également. Les frais relatifs aux droits de la résidence permanente, on appelle FDRP. Les frais de collecte des données biométriques. Je ne sais pas si le montant est le même, mais je sais que pour les demandes de visite, c'est 85 $. Pour les frais les données biométriques. Vous payez en ligne sur le site officiel du gouvernement. Et puis, frais payés à des tierces. Vous devez payer vos frais en ligne. C'est mentionné, ce n'est pas moi. Frais de collecte des données biométriques. Dans la plupart des cas, vous devez payer des frais pour la collecte des données biométriques au moment de présenter votre demande. Pour la demande de visa visiteur, je sais que c'est à la fin, lorsque votre requête est complétée, parce qu'il y a un formulaire que vous remplissez. Et quand c'est complet, il va vous demander maintenant à ce moment-là de pouvoir payer les frais pour pouvoir faire la collecte de vos données biométriques. Donc, autrement, vous pourriez subir des retards. Ces frais comprennent le coût du prélèvement des empreintes digitales et de la prise de la photo numérique. Après que vous ayez payé les frais de collecte de données biométriques et présenté votre demande DUM remplie, donc là on dit que c'est vraiment au complet, ils vont vous envoyer une lettre pour confirmer que vous devrez fournir vos données biométriques et l'endroit où vous rendre. Vous devez présenter cette lettre au moment de fournir vos données. La collecte des données biométriques doit se faire en personne. Assurez-vous de prendre rendez-vous si vous en avez la possibilité. Je vais vous mettre en barre de description un lien qui va vous permettre de trouver un point de collecte près de chez vous. C'est sur le site officiel du gouvernement. Donc, je vous ai dit sans penser à tout. Les frais, on a dit tantôt, frais payés à des tierces. C'est selon votre situation, vous pourriez avoir à payer des frais à des tierces pour votre examen médical, vos certificats de police, votre évaluation des diplômes d'études. Donc, le guide d'instruction peut vous aider à comprendre quels frais s'appliquent à vous. Là, on est toujours dans les frais. Et j'avais dit tantôt que quand je serai dans cette partie-là, je vais vous rappeler quelque chose. Lorsque vous avez payé en ligne, n'oubliez pas d'imprimer le reçu et de garder ce reçu-là. Lorsque vous allez commencer à faire, s'il y a un problème par exemple avec votre demande, vous n'arrivez pas à accéder à votre demande en ligne, lorsque vous allez appeler IRCC, ils vont vous demander soit le numéro de la demande ou soit le numéro de reçu. Même en ligne, quand vous allez rentrer pour vérifier l'état de votre demande, on vous demande, vous pouvez choisir juste le numéro de reçu si vous l'avez et que vous avez oublié le numéro de la requête. Vous pouvez juste le mentionner et remplir votre nom, votre prénom, la date de naissance, la ville où vous êtes né, je pense, votre citoyenneté et par la suite soumettre. En ce moment-là, ça va vous sortir vos informations. Donc, il faut vraiment prendre le soin de pouvoir, même si vous avez fait le paiement sur votre ordinateur, de soit faire la capture d'écran et de sauvegarder ces images-là ou de sauvegarder le reçu, l'imprimer également pour le mettre dans un dossier vraiment confidentiel que vous avez l'habitude. Excusez-moi, vous avez l'habitude de mettre vos documents très importants. Donc, présentez votre demande. Assurez-vous de ne rien oublier s'il manque quelque chose. Votre demande ne sera pas complète. Ils vont vous renvoyer votre demande sans traiter. Vous devrez corriger les erreurs et la soumettre à nouveau. Et quand vous soumettez encore la demande à nouveau, le compte à rebours, ça reprend à 0. Donc c'est comme si, imaginez que vous avez soumis votre requête le 1er janvier et au mois de mars, vous vous attendez à ce qu'on puisse vous dire on vous a accepté, on vous a refusé. Mais quand vous renvoie votre demande parce que la demande était incomplète. Vous voyez un peu le temps que vous avez perdu. Donc il faut vraiment veiller à cela. Envoyez vos documents par la poste à l'adresse indiquée dans le guide d'instruction. Donc, si vous envoyez par la poste, c'est vraiment dans le guide d'instruction que vous allez avoir l'adresse où vous allez envoyer votre demande. N'envoyez pas votre demande à un autre centre de traitement des demandes ou bureau de visa. Et il y a également une vidéo que vous pouvez visualiser. Je vais mettre le
Le lien en barre de description, vous allez visualiser ou regarder la vidéo et ça va vous permettre de pouvoir faire votre demande en ligne tranquillement. Croyez-moi, vous n'avez pas besoin de passer par des agences, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de passer par un agent, je ne sais pas moi, un représentant. Si vous suivez seulement ces instructions, vous pouvez le faire vous-même en ligne. Je vous le dis parce que passer par des gens là, comme je l'ai dit, c'est passé sur mon expérience là, il y a beaucoup qui vont vous arnaquer. On va vous demander beaucoup d'argent pour rien. Ils vont vous arnaquer à un point où vous allez dépenser tellement d'argent, mais vous n'allez jamais regarder le sol du Canada. Vous n'allez jamais mettre pied même sur le sol du Canada. Pour certains, si vous avez de la chance, vous allez mettre pied, mais quand vous allez arriver sur place, vous allez vous rendre compte que ça ne valait pas la peine de dépenser autant d'argent. Cet argent-là va vous permettre de payer votre billet et de vous préparer ou de renforcer votre compte parce qu'on va vous demander de l'argent dans votre compte. Donc, comment présenter une demande? Et puis, il y a le quatrième point, c'est après avoir présenté une demande. Parce qu'on a présenté une demande, mais après. Donc, le délai de traitement actuellement, ils disent que c'est de 17 mois. Il se peut que vous devriez fournir les données biométriques avec votre demande. Le délai de 17 mois ne tient pas compte des empreintes biométriques. Donc, le temps que vous allez fournir les empreintes biométriques, ça va ajouter peut-être quelques jours, je ne sais pas. Mais pour l'instant, le délai de traitement, ils ont mentionné que c'est 17 mois. C'est sur le site du gouvernement. Après avoir présenté une demande, voici ce que vous devrez faire. Après avoir présenté votre demande en vue de venir au Canada à titre de travailleur qualifié sélectionné par le Québec, vous devrez fournir vos empreintes biométriques. Si vous êtes âgé de 14 ans à 79 ans, vous devez fournir vos empreintes digitales et votre photo. Donc, des empreintes biométriques pour chaque demande de résidence permanente que vous soumettez. Même si vous avez fourni vos données biométriques dans le passé et qu'elles sont encore valides. Vous devez payer les frais de biométrie lorsque vous présentez votre demande. Autrement, vous pourriez subir des retards. Veuillez le faire dès que vous aurez reçu la lettre de la part de IRCC indiquant que vous devez fournir vos données biométriques. Vous disposez de 30 jours pour le faire à compter de la date indiquée dans la lettre. Donc, il y a eu un changement aux exigences en matière de données biométriques et aux procédures de collecte de données biométriques. Des mesures temporaires ont été mises en place relativement aux exigences en matière biométrique et aux procédures de collecte de données. Je vais juste le lire pour vous. Je pense que c'est en lien avec la COVID-19. Ok. Sélectionnez la liste. On va mettre extérieur du Canada. Choisir pour voir, je suis un peu curieuse. Avez-vous déjà présenté votre demande? On va mettre oui. Ok. On va juste descendre ce qu'elles disent. Collecte des données biométriques à l'extérieur du Canada. Si vous n'avez pas encore présenté une demande à titre de mesure temporaire, nous avons apporté des changements aux exigences en matière de données biométriques. Dispense de l'obligation de fournir des données biométriques pour les demandeurs de résidence permanente qui ont fourni leurs données biométriques au cours des 10 dernières années. Oh, ça c'est bien ça. À titre de mesure temporaire, si vous êtes dispensé de l'obligation de fournir vos données biométriques si vous respectez les deux conditions suivantes. Vous présentez actuellement ou vous avez déjà présenté une demande de résidence permanente depuis le Canada ou l'étranger. Vous nous avez fourni vos données biométriques au cours des 10 dernières années. Alors, frais pour les services de collecte de données biométriques. Vous n'avez pas besoin de payer les frais pour les services de collecte des données biométriques lorsque vous soumettez votre demande et ce même si le système vous le dit de le faire. Ou si vous avez payé les frais, ils vont vous rembourser automatiquement lorsqu'ils auront traité votre demande. Mais si vous n'avez pas encore présenté les données biométriques au cours des 10 dernières années, de nombreux demandeurs peuvent fournir des données biométriques étant donné que la plupart des centres de demande de visa et des centres de soutien aux demandeurs des États-Unis sont ouverts. Donc ça c'est vraiment, comme vous l'avez compris avant, lorsque vous avez fourni des données biométriques, même si ça datait de 1 mois, toutes les fois que vous présentez les demandes, vous devriez fournir des données biométriques.
Mais il y a eu une mise à jour. Comme je vous dis, c'est vraiment formidable parce qu'il y a des mises à jour actuellement, mais ce sont vraiment des bonnes nouvelles pour la plupart des demandes. Et là, si vous avez fourni des données biométriques, vous êtes dispensé. Vous n'avez pas besoin de refournir encore des données biométriques comme auparavant et vous n'avez pas besoin de payer les frais. J'ai remarqué ça tantôt, mais je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a eu une demande qui a été faite tantôt, mais c'est comme la personne a fourni des données biométriques, c'était pour un visa visiteur. La personne a fourni des données biométriques l'année dernière et puis en février, elle a eu la réponse. Et on l'avait donné on l'avait donné un refus. Et là, la personne a refait la demande, mais on n'a pas demandé de payer les frais pour les données biométriques. C'est pour ça que quand je lis ça, je me rends compte qu'effectivement, c'est dû à la mise à jour qui a été faite concernant les données biométriques. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, la personne n'a pas payé les 85 $. Traitement de votre demande. Une fois que vous avez présenté votre demande, ils vont vous envoyer... Vous devez d'abord vous assurer que vous avez rempli et signé tous les formulaires et que vous avez rempli correctement les formulaires, que vous avez payé les frais de traitement et que vous avez joint à votre demande tous les documents requis. Si vous avez oublié quelque chose, votre demande ne sera pas traitée et elle vous sera renvoyée. Lorsque ils auront reçu votre demande complète et vous indiqueront que vous devrez faire ou ce que vous devez faire et quelles sont les prochaines étapes. Donc, comme je l'ai dit, les délais de traitement de votre demande ne s'appliquent qu'à Immigration et Citoyenneté, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas le temps que prendra la province du Québec pour traiter le certificat de sélection du Québec. Donc, le délai qu'on a donné, ça ne tient pas compte de la province du Québec par rapport au certificat de sélection du Québec. Mais ils ont dit que c'est 17 mois. Évitez des retards en mettant à jour vos renseignements personnels. Utilisez ce formulaire. Il y a un formulaire que vous pouvez utiliser en ligne pour signaler les changements importants concernant votre demande tels que le changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'adresse électronique ou d'autres coordonnées. La naissance ou décès dans votre famille, mariage ou divorce, adoption. Vous êtes conjoint de fait, que vous avez décidé de vous séparer parce que vous ne vous comprenez plus ou quoi que ce soit, peu importe la raison, vous devrez signaler cela. On vous a volé le téléphone ou que vous avez perdu votre téléphone et que le numéro de téléphone, vous l'avez changé, vous devrez annoncer, informer en remplissant le formulaire. Vous avez changé d'adresse courriel, vous avez changé d'adresse domicile, vous devriez informer le gouvernement IRCC de tout changement dans le compte en remplissant le formulaire. Le divorce, ne dites pas, mais moi j'ai divorcé, ça n'a rien à voir, ils n'ont pas besoin d'être informés. Ou ma femme a accouché et puis ils n'ont pas besoin d'être informés. Ou j'ai accouché et j'ai pas besoin d'informer. C'est obligatoire. Si vous voulez que votre enfant également puisse venir au Canada avec vous, bien sûr. Il faut toujours informer. Et il y a eu des adoptions dans votre famille, informez. Vous êtes marié, informez. Donc toutes ces informations-là doivent être à jour. Cause des retards de traitement. Le traitement de votre demande prendra plus de temps si vous devez ils vont vérifier des renseignements. Quand je vous ai dit, c'est vraiment vérifier les diplômes ou des documents que vous avez mis, vous avez des biens et tout. Ils vont vraiment prendre le temps de vérifier. Votre dossier présente des problèmes de criminalité ou de sécurité. Faites très attention d'où. C'est pour ça qu'ils demandent en fait le certificat de police pour s'assurer que vous n'avez pas d'antécédents criminels ou des problèmes de sécurité. Vous allez être un danger pour le Canada. Vous devez procéder, ils vont procéder plutôt à des vérifications supplémentaires de vos antécédents. Lorsque vous allez rentrer même dans votre dossier en ligne, vous allez voir, il y a chaque étape, ils vont mettre, s'ils sont en train de s'occuper maintenant de vérification des renseignements criminels et tout ça, vous allez voir que ça serait comme sur cette ligne-là, vérification d'antécédents et tout ça. Votre situation familiale n'est pas claire en raison notamment d'un divorce ou d'une adoption inachevée, de problèmes de garde d'enfants. Ça cause des problèmes à votre dossier. Vous avez décidé de vous séparer et que vous et votre époux, votre épouse ou avec votre conjoint de fait, il y a des tensions avec les familles, il y a un problème de garde d'enfants, ça peut affecter votre dossier. Donc, il faut faire très attention. De problèmes de garde, j'en ai parlé. Vous devez présenter d'autres documents
ou être convié à une entrevue avec eux. C'est ça. Si tel est le cas, ils communiqueront avec vous pour vous en informer. Donc, si vous devez avoir un entrevue avec eux, ils doivent vous poser des questions parce qu'ils trouvent qu'il y a des ombres sur votre demande et qu'ils veulent avoir des éclaircissements. Ils vont communiquer avec vous pour vous donner tous les détails possibles. Et vous pouvez vérifier en ligne l'état de votre demande une fois qu'ils vont commencer le traitement. Donc, tant qu'ils n'ont pas commencé le traitement, vous n'aurez pas accès à votre demande en ligne. C'est dès qu'ils vont commencer le traitement que vous aurez accès à votre demande en ligne. Certificat de police. Si vous avez un casier judiciaire, vous pourriez ne pas être admis au Canada. Vous avez fait de la prison, même si c'était pour un bonbon que vous avez volé quelque part, ou je ne sais pas, pour un malentendu, cela peut vous causer préjudice. Donc vraiment, il faut veiller sur sa marche et s'assurer vraiment que vous n'avez pas de casier judiciaire. L'entrée au Canada vous sera aussi refusée si vous présentez un risque pour la sécurité du pays. J'en ai parlé un peu plus haut. Si vous voulez immigrer au Canada, vous et les membres de votre famille âgés de 18 ans ou plus qui vous accompagnent, eux aussi doivent fournir leur certificat de police. Et c'est dans la demande, dans le cas du traitement de la demande de la résidence permanente. Mais ceux qui ont moins de 18 ans, non. À partir de 18 ans et plus, ils doivent fournir également leur certificat de police. S'ils sont en danger pour la sécurité du Canada, ils se feront refuser l'entrée au Canada. Vérification de vos renseignements. Si vous fournissez des renseignements frauduleux, on a dit ça au début, en remplissant votre demande de résidence permanente, ils pourront refuser votre demande, vous déclarer interdit du territoire, vous interdire de présenter une demande de venir au Canada pendant 5 ans, quelle que soit la raison. Il y a 3 possibilités qui s'en tirent. On peut vous donner juste un refus sur votre demande. Pire encore, ce qui est pire, c'est qu'ils peuvent déclarer l'interdiction du territoire. Et plus pire, on peut vous interdire le territoire pendant 5 ans. Donc, faisons très attention. La décision au sujet de votre demande, je vous ai dit, s'ils jugent que vous êtes accepté, que vous avez respecté les critères, leur décision est basée sur le respect des critères d'admissibilité du programme. Vous disposez de fonds nécessaires pour subvenir à vos propres besoins et à ceux de votre famille au moment de votre arrivée au Canada. Donc, vous comprenez que ça va demander des fonds suffisants. Les résultats de votre examen médical, les renseignements figurant sur votre certificat de police. S'ils acceptent votre demande, ils vont vous envoyer, ils vont faire parvenir soit par la poste une confirmation de résidence permanente, CDRP, un visa de résident permanent si vous venez d'un pays qui exige un visa. La CDRP contient votre photo et des renseignements personnels. Assurez-vous que tous vos renseignements sont exacts. Ils devraient être indiqués à ceux figurant dans votre passeport. Si vous relevez une erreur sur votre CDRP, qu'on a dit une confirmation de résidence permanente, veuillez communiquer avec eux en utilisant le formulaire également, le formulaire web. Nous ne pouvons pas prolonger votre CDRP. Vous devrez l'utiliser avant son expiration. Donc, là, vous avez compris, ça c'est vraiment que faire après la procédure, le traitement. Je vais vous donner le montant. Je pense que sur le site du gouvernement, c'est mentionné. Mais ça serait à la fin que je vais vraiment vous donner le montant. Donc, se préparer à l'arrivée. On va en parler. Soyez prêts et sachez à quoi vous attendre lorsque votre demande de résidence permanente sera approuvée. Si vous vous trouvez déjà au Canada, ils vont communiquer avec vous et vous indiquer la marche à suivre. Vous devrez avoir un court entretien avec un agent. 2 options s'offrent à vous pour l'entretien. Prendre rendez-vous à l'un des bureaux d'immigration, IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Ils disent que c'est la meilleure option. Vous rendre à un point d'entrée au Canada, passage de la frontière, et présenter une preuve que vous disposez des fonds nécessaires. Donc, quand vous allez être à l'entrée, il faut apporter votre relevé bancaire et le relevé bancaire ne doit pas dater.
une preuve que vous avez suffisamment de fonds pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille. Si vous n'avez pas ça, il se peut qu'on vous refuse l'entrée au Canada, même si vous êtes carrément à l'entrée là. Donc faites très attention. Votre confirmation de résidence permanente, CDRP, et votre visa de résidence permanent, de résident permanent plutôt, si vous en avez, s'ils vous ont remis un. Durant l'entretien, l'agent s'assurera que tous les documents sont valides. Vous posera quelques questions pour s'assurer que vous remplissez toujours les conditions pour immigrer au Canada. Confirmera à votre adresse postale au Canada pour qu'il puisse vous envoyer votre carte de résidence permanente par la poste. Si vous vous trouvez à l'extérieur du Canada, avant d'arriver au Canada, les voyageurs aériens âgés de 5 ans ou plus doivent présenter un résultat négatif au test de la COVID-19 avant de monter à bord du vol international vers le Canada. Mais je pense qu'il y a eu des mises à jour. Je ne vais pas vraiment me prononcer là-dessus, mais je vais comme... Tantôt, je le lisais. Mais je pense que d'ici le 1er avril, il y aura un petit changement concernant cela. Mais je vais comme vous confirmer ça quand j'aurai la page devant moi. Je vais pas vous dire vous donner des fausses informations non plus. Vous pouvez également vous préparer à la vie au Canada en utilisant les services gratuits d'aide avant d'arriver, qui vous renseigneront sur la vie et le monde du travail au Canada. Vous indiqueront comment procéder pour faire reconnaître au Canada vos études, votre permis d'exercer ou vos certificats professionnels. Vous renseignant sur la vie et la recherche d'emploi au Canada. Donc, vous comprenez que là, cette procédure, vous n'avez pas besoin d'avoir un emploi au Canada avant d'arriver. Si vous avez déjà décroché un emploi, c'est un acquis. Mais cette procédure ne vous exige pas de pouvoir avoir un emploi au Canada avant de faire une demande. Quand vous allez arriver au Canada, vous avez tout le temps de faire la recherche d'un emploi, d'où l'importance de pouvoir avoir suffisamment de fonds pour vous et votre famille. Lorsque vous arrivez au Canada, vous devrez utiliser l'application ArriveCan. Utilisez ArriveCan, donc Canada, pour fournir les renseignements de voyage obligatoires requis pour entrer au Canada. C'est obligatoire. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version d'ArriveCan. Si vous en avez déjà soumis vos renseignements à l'aide d'une ancienne version d'ArriveCan, vous devrez télécharger la dernière version et soumettre vos renseignements à nouveau. Vous devez avoir en votre possession un passeport ou un titre de voyage valide. Votre passeport doit être un passeport personnel régulier. Vous ne pouvez pas immigrer au Canada avec un passeport diplomatique, un passeport officiel ou un passeport des affaires publiques. Dernièrement, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il voulait immigrer au Canada et puis il m'a dit oui, mais j'ai juste besoin d'une invitation et tout parce qu'il a un passeport diplomatique. Ok. Et par la suite, il y a eu ce point de travailleur qualifié et tout avec un passeport diplomatique. Donc, voilà la réponse à la question. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est vraiment sur le site officiel du gouvernement. D'où l'importance d'avoir l'information avant. Votre confirmation de résidence permanente et votre visa de résident permanent si vous en avez un. La preuve que vous disposez de fonds nécessaires pour subvenir à vos propres besoins et à ceux de votre famille après votre arrivée au Canada. Donc, le relevé bancaire est obligatoire, en quelque sorte. Lorsque vous arriverez au Canada, vous rencontrerez un agent des services frontaliers qui s'assurera que vous entrez au Canada au plus tard à la date d'expiration figurant sur votre CDRP, certificat, confirmation de résidence permanente, désolé. S'assurer que vous êtes bien la personne qui a été autorisée à voyager au Canada. Il pourrait utiliser vos données biométriques pour ce faire, pour vérifier que vous êtes vraiment la vraie personne. Vous demandera
avoir votre passeport et d'autres documents de voyage. Vous poserez quelques questions pour s'assurer que vous répondez toujours aux critères d'admissibilité pour émigrer au Canada. Ces questions sont semblables à celles auxquelles vous avez répondu au moment de présenter votre demande. Donc, lorsque vous présentez votre demande, l'important c'est vraiment de donner des vrais documents. Parce que quand ce sont des vrais documents, vous avez toutes les réponses. Mais si vous avez mis des faux documents, en ce moment-là, vous serez bloqué. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas des vrais documents. On va vous refuser l'accès ou l'entrée au Canada. Donc, prenez vraiment conscience de tous les documents que vous êtes en train de mettre. Et assurez-vous de pouvoir avoir la connaissance de tous ces documents-là. Lorsqu'on va vous poser des questions, que vous soyez à mesure de répondre à toutes les questions. De manière claire, honnête et précis. Pour accélérer votre entrée au Canada, gardez votre passeport et les autres documents avec vous en tout temps. Ne les mettez pas dans vos bagages. Donc, si vous avez un sac à main pour les femmes, en tout cas, le maquillage, mettez-le dans vos bagages. Si vous voulez, en dessous, je ne sais comment. Parce que nous, les femmes, on aime toujours se poponner un peu là. Mettez vos documents dans un classeur ou dans un sac que vous allez avoir en tout temps. Ne le perdez pas surtout. Si vous pouvez même avoir un sac avec un fil que vous pouvez porter comme ça. Je ne sais pas, vous posez votre épaule pour le garder. C'est vraiment, les documents là sont importants plus que le maquillage, plus que le parfum, plus que tout ce qu'on peut garder dans notre sac à main. Pour les hommes également, c'est pour avoir un sac de voyage et mettre tous ces documents là bien classés. Vous savez que là, c'est votre passeport. Lorsqu'on vous demande un document, vous ouvrez, vous avez tel document. Ça va accélérer le processus d'entrée au Canada. Donc, l'entrée au Canada vous sera refusée si l'information que vous fournissez est fausse ou incomplète. Vous ne convainquez vous ne convainquez pas l'agent que vous respectez les conditions pour entrer au Canada. Donc, là, en fait, l'agent doute un peu de votre honnêteté ou doute de documents. Les renseignements que vous êtes en train de donner et les documents, c'est pas la même chose. Ou il y a des informations qui ne coïncident pas. C'est comme si une déclaration, par exemple, le relevé bancaire, certains disent que non, ben, le relevé bancaire, je vais juste prendre celui de mon oncle, celui de ma tante et tout, ça va passer. Et vous n'avez pas connaissance de ce relevé bancaire-là. Il y a par exemple une grosse somme qui a été déposée ou un gros montant qui a été retiré, où il y a une transaction et on vous pose des questions là-dessus, mais que vous n'êtes pas clair. La réponse n'est pas claire, n'est pas honnête. En ce moment-là, l'agent va se douter de quelque chose et ça va faire à ce qu'on vous refuse l'entrée au Canada. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, si vous êtes admissible, il n'y a aucun problème. À votre arrivée, l'agent vous permettra d'entrer au Canada en tant que résident permanent, confirmera votre adresse postale au Canada pour que votre carte de résident permanent vous soit postée à cette adresse-là. Donc, déclaration de l'argent en votre possession. Si vous avez plus de 10 000 $ canadiens à votre arrivée au Canada, vous devez en informer l'agent des services frontaliers. À défaut de le déclarer, vous êtes passible d'une amende et vos fonds peuvent être saisis. Ce que vous pouvez apporter au Canada avant de partir pour le Canada, vérifiez ce que vous pouvez et ne pouvez pas apporter au pays. On va juste lire ça. Cette section du site qui est en construit. C'est ça, ils sont en train de faire des mises à jour. Mais à l'instant, ils disent que tout le contenu relatif à l'importation et à l'exportation des marchandises commerciales est accessible. Mais certains hyperliens peuvent être. C'est ça. Donc là, ils sont en train de mettre à jour. Donc, il n'y a pas vraiment plusieurs informations. Mais il faut savoir que les médicaments, quand c'est pour vous, il y a une quantité requise. C'est vraiment pour vous. Mais quand ça devient une quantité un peu douteuse, c'est comme si vous venez faire du commerce avec ces médicaments-là. En ce moment-là, ça peut vous créer des problèmes à l'aéroport ou à l'entrée à la frontière. Il y a aussi en dehors des médicaments, j'allais parler de quoi? Il
y a certains médicaments qui nécessitent l'ordonnance, c'est obligatoire. Donc quand vous avez ces médicaments-là, parce que c'est interdit au Canada par exemple, et que vous voulez entrer avec ces médicaments-là, il faut l'ordonnance du médecin. En ce moment-là, ça peut faciliter les choses à la douane. Donc faites très attention avec ce que vous apportez pour ne pas avoir des complications à l'entrée déjà au Canada. Donc, vous allez trouver, quand vous allez arriver au Canada, vous allez trouver des services d'aide aux immigrants offerts au Canada. Ils vous aideront à vous établir, à vous adapter à la vie au Canada. Donc, il y a des guides. Quand je dis le lien que je vais mettre, vous allez voir, il y a plusieurs liens en bas qui vont vous aider vraiment à trouver ce qu'il vous faut. Il y a aussi le guide Bienvenue Canada et il y a l'outil Vivre au Canada qui peut également vous aider à pouvoir vous adapter facilement. Il faut s'intégrer lorsque vous venez au Canada, en élevant un peu la mentalité, je ne sais pas, de notre pays et tout, chercher vraiment à s'intégrer. S'intégrer, ça ne veut pas dire changer sa mentalité, ça, comme dire renier son origine, c'est juste s'intégrer, en tout cas. Donc, si vous changez d'adresse dans les 180 jours suivant votre arrivée au Canada, vous devrez aviser au moment, vous devrez les aviser au moment que vous allez changer votre adresse via le formulaire en ligne. C'est très important. Je pense que j'ai fait le tour de la question concernant la demande. Ça, c'est vraiment pour le Québec. Il y a d'autres provinces, mais pour l'instant, j'étais vraiment focalisée sur le Québec. Je ne vais pas parler d'autres provinces, sinon on va se taper 1 heure ici. Ça serait trop lent. J'avais dit tantôt que j'allais vous parler de la somme actuelle sur le site du gouvernement. Je vais juste voir ça là. J'espère que ça va s'afficher. Ok. Donc actuellement, les frais, ils disent que c'est à partir de 1325 $ canadiens. Et le délai, comme je vous ai dit, c'est de 17 à 15 mois. Donc c'est vraiment ça pour pouvoir traiter la demande. Donc, lorsque vous faites votre demande, il faut être patient. Ça peut être plus rapidement, ça peut être plus long avec la pandémie, avec tout ce qui se passe dans le monde. On a l'impression que tout est ralenti et ça devient encore plus long qu'avant. Donc, il faut vraiment être patient lorsque vous faites votre demande. D'où l'importance de mettre vraiment tous les documents. D'où l'importance de pouvoir envoyer une requête complète ou une demande complète pour ne pas encore se taper plus de retard qu'il y a déjà, parce que c'est comme 17 mois, c'est beaucoup. Donc, préparez votre voyage. Prenez le soin de prendre toutes les informations possibles. Je vais essayer de citer certaines provinces plus dans une autre vidéo pour aider les gens. Mais sachez que le processus de demande en tant que travailleur qualifié pour le Québec, ça n'oblige pas que vous puissiez avoir déjà un emploi quand vous êtes à l'extérieur. Certaines procédures vous obligent d'avoir déjà un emploi pour pouvoir le faire. Mais cette procédure-là, non. Et il faut aussi savoir que quand vous le faites, la procédure est simple si vous suivez simplement le guide d'instruction. Il n'y a pas beaucoup de complications, il n'y a pas beaucoup d'exigences. Et par la suite, lorsque vous présentez votre demande, assurez-vous de télécharger tous vos documents également. Si vous avez déjà un post ici, ça vient appuyer votre demande, ça vient vous aider à pouvoir convaincre la personne qui vous donne le certificat de sélection du Québec. Vous savez, c'est une personne comme vous et moi qui a la charge de pouvoir approuver ou refuser. Donc, pour convaincre cette personne, il faut vraiment mettre les documents. La personne a juste besoin de vos documents, de toutes les preuves nécessaires pour pouvoir approuver votre demande. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile. Il y a certains documents, généralement, surtout en Afrique, on a du mal à s'en procurer des documents, même tes propres diplômes. C'est difficile de pouvoir l'avoir. Il faut vraiment prendre le soin de pouvoir récupérer tous ces documents avant de présenter la demande, de faire les photos, le format requis pour les photos, ça j'allais en parler aussi. Le format requis, si on vous demande de téléverser une de vos photos, il faut avoir le format requis. Il y a aussi votre passeport, il faut scanner votre passeport et toujours garder une copie de votre passeport scanné. C'est très important dans votre ordinateur ou je sais pas, dans une clé USB. Vos documents, si vous pouvez déjà les scanner, les mettre dans un dossier à vous. Vous pouvez écrire dossier voyage ou dossier important, documents de voyage. Mettez vos diplômes,
votre passeport, votre photo en format voyage requis, en tout cas tous les documents importants. Vous pouvez le mettre déjà dans un dossier. Ça va vous faciliter. Le jour que vous allez téléverser les documents, vous rentrez dans ce dossier, vous téléversez simplement vos documents sans problème. Et vous avez la copie de tous ces documents-là. Toutes les fois que vous allez faire des procédures, vous allez juste comme pouvoir rentrer dans ce document-là. Aussi faire son CV. Comme je vous ai dit, c'est très important. Faites votre CV à l'image du CV canadien. Téléversez votre CV, mettez-le là-bas. Toutes les fois que vous allez faire les mises à jour, vous rentrez, vous faites une mise à jour et vous le mettez. Vous postulez vous postulez déjà, même si vous n'avez pas encore fait votre demande, commencez à postuler. Commencez à postuler. Je vous ai dit que le voyage, c'est comme une femme enceinte. Elle achète des trucs. Parfois, on ne sait même pas si ce serait une fille ou un garçon. Mais on commence déjà à faire la layette. On essaie d'avoir des trucs mixtes à gauche, à droite. Et quand on a la confirmation, on commence maintenant à se focaliser sur notre confirmation. C'est comme le voyage. Au début, vous mettez un peu du tout. Et quand vous avez maintenant la liste, vous savez que vous voulez immigrer en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur qualifiant pour entrer Express Canada, vous avez besoin par exemple de votre CV. En ce moment-là, vous partez, puis vous faites votre dossier et vous avez tous vos documents que vous pouvez téléverser. Donc c'était un peu ça aujourd'hui, je voulais parler de ça et j'espère que cette vidéo va vous aider. Vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps, mais ça valait la peine parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on me pose et pour éviter cela, il fallait juste que je fasse cette vidéo pour mieux vous expliquer et prendre vraiment le temps de vous expliquer en long et en large la procédure. Donc pour ceux qui veulent immigrer au Québec en tant que travailleur qualifié, vous pouvez présenter la demande en ligne comme je vous ai dit. Vous prenez tous vos documents, je vais mettre le lien en barre de description et vous allez voir lorsque vous allez rentrer dans ce lien là, juste en bas, quand vous allez peser sur comment présenter une demande. Je vais juste le dire, mais je vais mettre aussi ok, c'est qui peut présenter une demande. Donc en bas vous allez voir c'est présenter une demande. Vous allez peser sur présenter une demande. Ça va vous emmener sur comment présenter une demande. Et il y a le lien en bas pour présenter une demande en ligne. Vous allez présenter votre demande en ligne et remplir le formulaire. Il va vous dire de pouvoir téléverser tout ce qu'il faut. Et en ce moment-là, quand ça serait complet, il va vous laisser valider, vous payer les frais et votre demande sera envoyée. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir. Abonnez-vous, partagez, likez. Vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en barre de description ou via Messenger. Pour toutes les personnes qui m'ont posé des questions cette semaine, je voulais m'excuser personnellement. J'ai vraiment pas eu de temps. On avait un grand événement aujourd'hui. Du coup, tout ça m'a pris vraiment toute la semaine pour pouvoir, j'étais vraiment focalisée sur cet événement-là. Là, l'événement est passé, c'est vrai, mais on a une suite, c'est vraiment comme mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Pour ceux qui veulent, je parlerai dans une autre vidéo. Je vais vous mettre l'invitation pour l'événement. Vous pouvez suivre en ligne. Vous pouvez également venir pour ceux qui sont au Canada. Mais je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps de répondre à vos questions. Je prendrai vraiment un moment pour répondre à vos questions. Sur ce, moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo avec ce même plaisir, avec la même passion. Je vous aime énormément, je vous fais des gros bisous. À très bientôt pour une autre vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous. Votre plaisir, c'est ma passion. Bisous.